musique sur le 92.1 Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et cette fois-ci, nous sommes au complet, mesdames et messieurs. Guillaume est là, Vincent est là. Oui. Dodson est là, c'est formidable. Tout le monde s'en fout. Guillaume est dans la place. Oui, ça y est, je suis de retour. Malheureusement, l'emploi du temps au travail ne me permet pas d'être là toutes les semaines, mais je fais de mon mieux. On se débrouille. L'emploi du temps, du boulot, Hollywood à côté. Justement, non, en ce moment, je peux pas trop. Bollywood plutôt. Non, pas Bollywood, mais en plus, je t'ai envoyé, toi, il y a pas longtemps. C'est une annonce de casting d'un gros film, là. C'était pour les comédies musicales, notamment. En plus, ça tombait bien, la fois des la semaine dernière, t'aurais pu faire un Bollywood. Bah oui. Ah oui. Je crois que j'ai jamais vu de film de Bollywood, en fait. Tu sais faire des claquettes? À part Slumdog Millionnaire. Je vous ai entendu parler du Moulin Rouge en disant oui, petite comédie musicale. Ouais, on n'a pas dit que c'était une petite comédie musicale. Attention, moi j'ai pas dit ça. Hein. Non, il a dit que c'était vraiment mauvais. Non, c'était pas loin. Et Peter Elliott le dragon, évidemment, tu me l'as défoncé. Non, mais c'est vrai qu'il est très long. Mais t'avais Kate là, voilà, c'est tout. J'ai ressenti la même chose en voyant Mary Poppins. J'ai trouvé interminable. Pourtant, moi, Mary Poppins, c'est quand même un beau souvenir d'enfance aussi. Il a fallu que j'aille manger. C'est là où je me dis, est-ce qu'il y a vraiment quand même pas un comparatif de ressenti entre ce qu'on a déjà vu enfant et ce qu'on découvre plus tard et qu'on aurait dû voir enfant? Mais je l'ai vu enfant, Mary Poppins, ça. Pourquoi pas, ouais. Mais j'en avais de vagues souvenirs. Enfin bref. Ce soir, gros programme, puisque ça y est, l'été arrivant. Oui, alors pour une fois, on peut le dire, parce que dehors, ça ressemble un peu à l'été, pour une fois. 32, hein. Il faisait 32, c'est 32, oui. Il fait chaud, mais pas dans le studio, on est bien, on est frais, pas mal, nickel, voilà. Ce qu'il faut. Ceci étant, demain, je crois qu'il y a des orages, donc c'est une période propice au cinéma. Formidable. Donc, demain, vous aurez de nombreuses sorties, puisque ça y est, les blockbusters de l'été commencent à arriver petit à petit. En deuxième partie d'émission, nous allons parler des sorties que nous avons vues de la semaine dernière, c'est-à-dire Love Lies Bleeding et Gloria. Et enfin, nous ferons un focus pour terminer l'émission sur les studios Pixar. Actualité oblige, vu que le 29e ou 28e film des studios Pixar sort dès demain, et donc du coup on va pouvoir parler de nos films Pixar préférés, peut-être de ceux que vous aimez le moins. Voilà, on va échanger à trois sur ce magnifique studio quand même qui est quand même, on peut le dire, très très grand studio d'animation, à la qualité. C'est un peu la relève de Disney qui s'est un peu raccroché au wagon Pixar à une époque. Hein, c'est vrai. Eh bien écoutez, on va se lancer directement dans les sorties de la semaine avec toi, Guillaume. Oui, puisque sort Vice Versa 2 de Kelsey Mann avec les voix de Charlotte Lebon, Pierre Ninet et Adèle Exarchopoulos. En français, je précise. Quoi qu'Adèle Exarchopoulos, je crois, assure Adèle également la c'est VO. aussi en VO. Ouais. C'est important de le dire. Hollywood lui ouvre les portes aussi. Parce qu'elle joue Ennui. Voilà. Ennui. Oui, c'est ennui, mais du coup, en VO, c'est ennui. Ah oui, elle fait pas ennui. Voilà. On sent la qualité d'interprétation, là, déjà. On adore Adèle Exarchopoulos. Bien sûr, bien D'ailleurs, évidemment. si elle voulait passer à l'émission, il n'y a aucun problème. Voilà, on va couper le petit extrait pour le replay. Bien sûr. Alors, fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu. L'arrivée de nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût qui ont longtemps fonctionné avec succès ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété débarque, et il semble qu'elle ne soit pas la seule. On écoute un extrait. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. On se fait un petit check? Oh, non? Non? Top là. T'es le champion du monde des mains moites, toi. Nous avons une mission à accomplir. Ce sera disponible dans tous vos plus grands cinémas, évidemment l'Étoile du Lac à Aix-les-Bains et au Pâté Chambéry. Tout public, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, pour le coup, on peut vraiment dire tout public, parce que c'est quand même l'avantage avec les films Pixar, c'est que même quand on est adulte, on a toujours quelque chose à grappiller et à prendre pour nous et à nous faire cogiter. Franchement, surtout vice versa. Hormis Toy Story, ça m'attire plus.
Mais vraiment. Hein. Tu l'as vu pour les vice-versa ? Non, mais c'est parce que je suis en train de dire justement ça ne m'attire plus. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais moi j'ai tendance à trouver que Disney a mis un peu trop son grain de sel avec tout plein de choses. Par contre, tu m'envoies voir Toy Story, il n'y a pas de problème ça, parce que la nostalgie est aidant, mais le reste, je me sens vraiment plus la cible de ce genre de dessin animé. Je vous en reparlerai de vice-versa, parce que c'est très 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 intelligent. Ok. Autre sortie, Vincent. Survivre. De Frédéric Jardin avec Émilie Dequesne, Andreas Pitchman et Arben Bajraktaraj. Excusez-moi, j'ai eu un petit doute là. C'est l'histoire d'une catastrophe qui bouleverse la planète. Les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés. Les océans ont anéanti les continents, laissant derrière eux un vaste désert. Et dans ce monde ravagé, une famille doit lutter pour sa survie. Quand les pôles s'inverseront à nouveau, il sera trop tard. On écoute un extrait. Cheese. Mayday, ici Orca, c'est la tempête, on a besoin d'aide. Papa, il est où l'océan ? Mayday, l'océan a disparu, 4 passagers à bord. Est-ce que vous savez ce qui se passe ? Une inversion des pôles magnétiques. L'océan s'est retiré. Un petit film catastrophe. Voilà, un thriller écologique. Français ? Belge, si je ne m'abuse. Ouais, oui, non, mais c'est pareil. Émilie Dequesne. Émilie Dequesne, elle est belge. Elle est belge, oui, il me semble. J'ai pas vu la bande-annonce, mais il y a des Frédéric Jardin l'est, par contre. Voilà. Après, c'est un sujet d'actualité. À force de nous dire que tout ça va arriver, ça va finir par arriver au jour, et puis ça sera même plus au cinéma, ça sera en direct. Et puis après, mais ça peut être intéressant. Puis surtout la Terre creuse après Godzilla, Kong et notre ami. Non, puis bon, il y a quand même des films catastrophes que là, ce soit une base scientifique quand même. Oui. Puis je veux dire, il y a des derniers films catastrophes, même français, qui étaient pas si mal que ça. Dans La Brume, par exemple, ça se défendait un petit peu. Ah, pas vu celui-là. Et puis j'en oublie d'autres, mais Vermine ou Acide. En termes de catastrophe, disons que tout n'était pas réussi, mais Acide, j'ai bien aimé. Pour sortir l'attention, c'était quand même bien fichu. Ouais. Autre sortie, cette fois-ci seulement au Toile du Lac, c'est encore un film d'animation japonais. Il y en a toutes les semaines, c'est bien. C'est Détective Conan, l'étoile à $1 million de Chika Nagaoka. Ça se passe à Hakodate, région d'Hokkaido. Une carte de Kaito Kid est retrouvée dans les entrepôts du groupe Onoe. En même temps, un cadavre tailladé d'une croix à la poitrine est découvert dans le quartier des entrepôts de Hakodate. La piste mène l'enquête au vendeur de morts, un Américain d'origine japonaise opérant comme marchand d'armes dans le bassin asiatique. Place à une chasse au trésor épique. Donc c'est un nouveau film d'animation avec le personnage principal de Détective Conan que peut-être ma génération a bien connu. C'était le petit à lunettes là. C'est ça, c'est le fameux. En fait, c'est un jeune homme japonais bien fringant qui se retrouve réincarné ou emprisonné dans le corps d'un petit garçon à lunettes. Oui, je me rappelle. D'accord. Voilà. Sauf qu'il est toujours amoureux de la même fille. J'ai dû entreapercevoir certaines choses à ce sujet, mais ça me laisse aucun souvenir. Quand on te montre l'image, tu vas dire ah oui. Et Conan, ça doit être lié à Sir Conan Doyle, non pas du tout. Conan Doyle, oui. Tu pensais à Conan le Barbare. Conan le Barbare, non. Mais disons que c'est Big inversé, mais avec des meurtres. Voilà. Oui, d'accord. Autre sortie. Alors, The Biker Riders de Jeff Nichols avec Austin Butler, Jodie Comer et Tom Hardy. Ça raconte l'histoire en fait dans un bar de la ville. Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals. On dit Vandals ou Vandals? Vandals, peut-être. Comment tu veux le dire? Non mais parce que avant qu'il me reprenne le cher Kevin. Je pense que vu qu'il n'y a pas de E, on doit dire Vandals. Vandals. Et tombe aussitôt sur son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. On écoute un extrait. Pourquoi ? Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane. C'est ce qu'on fait aussi. On a des liens avec personne, alors le club c'est un lien entre nous. Et c'est toi le président ? Je m'appelle Johnny. On est les Vandals. Salut, c'est Johnny. Non mais ça sera Tom Hardy.
Thomas dit. C'est les bikers. Donc, ça sera disponible au cinéma Le Victoria et à l'Astrée pour Chambéry. Très très envie de voir ce film. Hells Angels. Et moi, ça m'attire pas du tout. Vraiment. Ah ouais? Ah non. Il y avait la série, là, comment ça s'appelait Son of Anarchy, voilà. Ça, c'était pas mal, hein. J'aimais bien. J'en ai vu quelques-uns comme ça au débeauté, mais j'ai trouvé ça sympa. Tu vois, j'avais vu quelques trucs de moto, comment ça s'appelle le classique? Mince. Fonda Easy Rider. J'ai bien aimé. Ouais. J'ai vu un truc Peter Fonda. tout pourri, comment ça s'appelait? Mais c'était sympa, c'était avec Sinon, il y a le rebelle, Lorenzo Lamas. Attends, c'était avec Mickey Rourke et Don Johnson, ça s'appelait Harley Davidson et je sais plus quoi. Ah, ça me dit quelque chose. À moitié post-apo, enfin ils sont en moto. Ça me dit quelque chose, ouais. Mais là, je sais pas trop en fait sur quel pied on va danser avec celui-là, The Biker Rider. Est-ce que ça va être pour montrer à mon avis, c'est assez traditionnel du milieu des bikers. Des gens qui l'ont déjà vu en projection presse de la semaine dernière, on m'a dit que c'était une belle fresque. Oui. C'est assez, c'est vraiment ça sur a la l'air durée. assez bien léché, Ouais. comme on dit. T'as vraiment le début, le milieu, la fin. D'accord. Du gang. Bon, c'est pas mal. Donc, il y a déjà un scénario, ça se tient. Ouais. Oui. Ah bah, Jeff Nichols n'est pas un manche. Hein. Alors j'arrivais plus, je regardais juste avant, j'arrivais plus à citer des films. Loving, Midnight Special, Take Shelter. J'en ai vu aucun. Mud. Non. C'est pas Mud. Non plus. Non mais Mud, c'est lui, je crois. Je le reprends tout de suite. Mais je ne sais plus. Bon, on passe. Allez, je passe à Maria, donc c'est au Victoria et à l'Astrée, de Jessica Palud avec Anna Maria Vartolomei et Matt Dillon et Ivan Attal. Maria n'est plus une enfant et pas encore une adulte lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte, Le Dernier Tango à Paris. Elle accède rapidement à la célébrité et devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale. On écoute un extrait. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. Bernardo, Monsieur Bertolucci. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé voir? Comment vous avez fait pour l'aborder? Laisse pas surprise. Mais on s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Vous entendez? Eh bien, ça me donne envie, mais écoutant la bande-annonce, ça a l'air d'être la bande-annonce calibrée. Comme toutes les bandes annonces qui parlent de ce genre de sujet, j'ai l'impression. Ah oui, mais bon, ça après. En fait, je sais pas. En plus, je sais pas trop comment ils auraient pu faire autrement pour en parler. C'est toujours un peu la même chose, hein. Mais bon, il faut reconnaître que c'était bien avant tous les mouvements qui sont sortis actuellement. Et moi, je me rappelle parce que j'avais vu le film, j'étais assez jeune quand même, et j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Bah, t'étais né. Oui, bien sûr, oui. Et donc du coup. Cet événement, enfin ce scandale, suite à une scène assez particulière, très sulfureuse, avec Marlon Brando qui était tout aussi, je dirais, très emblématique à l'époque et puis très charismatique. Ça a un peu participé du succès du film, à mon avis aussi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont vu, ne serait-ce que pour cette fameuse scène où se déroulait comment dire, la relation entre Marlon Brando et Maria, donc l'actrice qui participe avec Marlon Brando. Alors je sais pas si on peut en parler ou non, mais je suis assez curieux de savoir voir Matt Dillon en Brando. Je suis assez curieux, surtout qu'on va avoir un nouveau Brando assez rapidement. Alors, avec s'ils arrivent à le vendre. Ouais, mais comment c'est déjà? C'est Billy Zane qui a la tête de Brando. Typiquement, mais c'est Brando tout craché. Mais visiblement le film, ça se concentre que sur une partie et il essaie d'être vendu à un distributeur. Ok. Autre sortie, c'est Hors du temps, qui sera disponible seulement à l'Astrée. C'est le nouveau film d'Olivier Assayas avec Vincent McCain, Michel Esco et Nora Hamzaoui. L'histoire de Paul, réalisateur, et son frère Étienne, journaliste musical, qui sont confinés à la campagne dans la maison où ils ont grandi. Avec eux, Morgane et Carole, leur nouvelle compagne. Chaque pièce, chaque objet, les arbres du jardin, les sentiers parcourant les sous-bois leur rappellent les souvenirs de leur enfance et leurs fantômes. On écoute un extrait. J'ai hâte d'être confiné là où on a grandi. C'est quoi? C'est mes chaussettes. L'été arrive et t'as besoin de chaussettes? Tout à fait. Trop de souvenirs, trop de passé. Que vous partagez avec votre frère? Oui. C'est marrant, avec Paul, vous avez l'impression d'être ensemble depuis toujours. Je te dérange une seconde, pardon, excuse-moi. Oui. Tu veux des choux raves? Non, ça va. T'as eu le temps de passer à c'est Olivier Assayas qui revient dans le
c'est un bon petit film, je pense. J'aime bien Vincent McCain, puis il a une manière de parler qui, oui. Moi, je crois que ça doit pas être ta tasse de thé, à mon avis, Guillaume. Non, ça m'a fuir de l'autre côté. Non, par contre, je vous conseille de l'excellent Olivier Assayas, c'est bien sûr Carlos sur le terroriste, et non pas sur le chanteur. Oui. C'est pas le même. C'est pas une série, ça? Ça a été fait en série et en film. Ah, d'accord. En fait, la série, c'est la version longue. Avec Edgar Ramirez. Edgar Ramirez. Ouais. La série, c'est la version longue du film. C'est ce qu'il a fait connaître, en plus, Edgar Ramirez, il me semble. Oui. On a aussi Irma Vep, qui était assez dingue, et surtout avec Olivier Assayas, je vous conseille les 2 films qu'il a fait avec Kristen Stewart, c'est Sis Maria et Personal Shopper, qui est l'un des meilleurs films de fantômes que j'ai jamais vu. Avec Kristen Stewart. Excellent. Extraordinaire. Cette actrice. On va en parler plus tard. Oui. Dernière sortie, mon cher Guillaume. Alors, Elle et lui et le reste du monde de Emmanuel Belourdaski. Bon, bref. Allez, on va passer avec Victor Belmondo, Galatea Bellucci et Charline Benlarbi. Alors, Marco, la vingtaine, un peu paumé, dépanne un ami en le remplaçant à son lieu de travail, une centrale d'urgence pour ascenseur. Vers 3h du matin, une jeune femme l'appelle, coincée dans une cabine en panne. Elle est en pleine crise d'angoisse. Marco tente de la rassurer au téléphone, mais ne trouvant aucun technicien disponible pour intervenir, il décide d'aller lui-même la secourir. Une fois sur place, hélas, la jeune femme s'est envolée. Ainsi débute sa conquête rocambolesque à la poursuite de cet énigmatique inconnu dans Paris, la nuit de la Saint-Valentin. On écoute un extrait. Sécurité ascenseur, Marco à votre service. Oui, je suis bloquée. Je vais aller chez quelqu'un. On n'est plus ensemble, mais on n'est pas encore séparés. Il n'est pas encore au courant. Allô ? Le technicien a rappelé. Il est sur le coup, il va arriver. Ce sera disponible donc uniquement au Victoria et c'est Beloradski. Voilà, c'est bon, je suis arrivé. Voilà. Bon, ça a l'air un petit peu clichou ou sympathou. Ouais. Ça a l'air gentil. Voilà. C'est bizarre que ça soit pas sur Netflix. C'est une comédie, à mon avis. C'est bizarre que ça sorte pas en février. Oui. Mais par contre, ravi déjà de retrouver Galatea Bellucci, qui est du coup l'interprète principal du film Gloria, qu'on va en parler un petit peu plus tard, qui décidément enchaîne les films, donc pourquoi pas. Comme on disait, Victor Belmondo, moi je trouve pas qu'il ait une grande aura charismatique. Faut peut-être qu'il travaille aussi. Il faut qu'il travaille un peu, oui. Mais il est encore à ses débuts. Il est plus jeune que nous. Moi je pense qu'il aurait gagné à pas prendre le nom Belmondo et se faire plus mais s'il n'avait pas le nom Belmondo, il n'entrait peut-être pas. Ouais, mais il aurait dû prendre un pseudo et puis voilà, puis comme ça aurait été plus crédible parce que là du coup on l'attend un peu malheureusement pour lui et puis en plus ici ça se base que sur sa généalogie, c'est pas bon. C'est un peu le même problème, la même on va dire malédiction qu'ont les fils Eastwood. Voilà. Tous les enfants d'eux, dans le milieu du cinéma. Il y en a qui arrivent à supporter, à dépasser les pères, par exemple. Et bien du coup, c'est tout pour les sorties de la semaine. Donc du coup, en termes de films d'animation, vous avez du film d'animation américain, Vice Versa 2, vous avez du film d'animation japonais avec Détective Conan, vous avez du film catastrophe belge avec Survivre, de la fresque à moto avec The Bike Riders, du biopic avec Maria, et puis vous avez 2 bons petits films sur la romance et sur le temps qui passe avec Hors du temps et Elle et lui et le reste du monde. On va faire une première pause musicale et vu que le focus est consacré au studio Pixar, on va s'écouter évidemment Je suis ton ami de Charles-Élie Couture, provenant du film Toy Story, et on revient juste après pour parler des sorties de la semaine dernière. À tout de suite. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et nous sommes au complet ce soir. Guillaume est là, Vincent est là. Oui, je suis pas parti pendant la pause. Il est là, il est toujours là. Moi j'écoutais avec plaisir la bande son du film Toy Story. Ah oui. Ça me rappelle des souvenirs. Ah oui, moi donc, j'étais jeune à l'époque. J'arrive pas à me rappeler si c'est le premier que j'ai vu au cinéma d'ailleurs. Plus. Ah non, moi par contre le 2 est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Ouais, sûr et certain. Ouais, je redemande à ma mère, tu vois. Mais le premier Pixar, on en reparlera après, j'ai vu Mille et une pattes d'abord au cinéma. Ah oui, c'était très bien. J'ai vu en cassette, ça. Ouais, donc au final, tu vois, en termes d'âge, j'ai vraiment grandi Pixar, quoi. C'est vrai. Au tout début.
On va parler du coup des sorties des semaines précédentes. On va rentrer un peu plus en détail sur 2 films en particulier, Love Lies Bleeding et Gloria. Mais avant ça, bien évidemment, on vous rappelle très brièvement qu'est-ce que nous vous avions conseillé les semaines précédentes, mon cher Guillaume. Eh bien, un petit truc en plus qui a atteint les 7 millions d'entrées, j'ai vu. 7 millions d'entrées, les 10 millions sont quasiment acquis. Ah oui, oui. Ah oui, c'est sûr et certain. D'accord. Bravo Arthur. En fait, il fait 1 million d'entrées par semaine. Bah écoute, je vais peut-être me décider à aller voir. La fête du cinéma aidant à la fin du mois, je pense que ça va être un carnage. Je vais finir par aller le voir. Franchement, je t'invite. Je pense que tu vas beaucoup aimer. Eh bien, pourquoi pas, alors. On vous conseille également La planète des singes, le nouveau royaume, ou Bad Boy, Ride or Die, que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais je vais me rattraper prochainement. Et on est toujours mitigé ou partagé concernant Abigail. Oui, c'est le film d'horreur gentil avec la fille de Dracula. Oui, c'est ça, oui. Blue et compagnie avec Ryan, que je me trompe pas, Reynolds. Oui, j'allais dire Gosling, non, c'est et Furiosa de George Miller, bien évidemment. Oui, qui galère. Hein. Je pense que c'est bizarre qu'il le laisse encore à l'affiche d'ailleurs. Ouais, parce que je pense qu'il doit avoir encore quelques séances le soir, mais par contre aux États-Unis, l'échec est déjà consommé puisqu'il est sur les plateformes de streaming. Il est sur les plateformes de streaming le 24 juin. D'accord, bon. Donc 24 juin, c'est la fin de la semaine. Donc c'est bon, c'est déjà acté. C'est un échec. Ah oui. Et alors, on est mitigé ou on conseille Sous la Seine, vu que je l'ai rattrapé? Mitigé quand même. Ouais, mais pas. En fait, moi, j'ai pas trouvé ça si nul. Enfin, les effets spéciaux sont pas géniaux. C'est pas très bien joué. Bérénice Bejo en tête, hein, et le jeune qui jouait dans Farang aussi joue pas très bien. Nassim Lies. Bizarrement, en fait, le film. Il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire c'est un divertissement, thriller. Il est beaucoup trop premier degré. C'est ça. C'est la première heure est trop sérieuse. Tu fais oh là là, avec leur délire écolo, machin. Enfin, vraiment, ils auraient mérité à ce que ce soit comme Piranha, très jouissif, parce qu'il y a un peu des morts partout. Et à la fin, on a ce qu'on veut. Mais j'ai plutôt bien apprécié le visionnage, honnêtement. C'est pas si pire, mais comme tu l'as dit la semaine dernière, la fin donne envie en fait de voir la suite, justement. Mais ça mixe entre tout, entre les Dents de la Mer, Aliens, Aliens avec un S, Aliens, enfin ça va piocher partout. Et si les effets spéciaux avaient été de meilleure qualité, je trouve que la mise en scène de Gans aurait été mise plus en avant. J'avoue que quand j'ai vu les ponts exploser, j'ai quand même fait ah ouais. Non, et puis même, tu sais, le plan où Bérénice Bejo se fait attraper, là, c'est très mal fait, mais l'idée est bonne. Oui. Elle se fait attraper le pied, elle se fait emmener au fond. L'idée est vachement, enfin, c'est joli. Par contre, tu m'expliqueras comment, du coup, par l'action de pression, tu perds juste une oreille. Pour moi, les deux y passent. Hein. Oui, normalement, oui. Puis d'ailleurs, elle n'en parle jamais après. Hein. Si, il lui dit à un moment. Ah d'accord. Il lui dit. Oui, mais elle n'entend plus rien parce qu'elle a une. Bah oui, c'était pas ça. Il fait. T'as un problème aux oreilles. T'as un accident. Il fait. T'as un accident de plongée. Le film qui avait été vraiment glaçant là-dessus, c'était Le Chant du Loup. Vraiment, quand tu voyais la remontée. Quand il remonte, oui, à la fin. Il est pas sourd, mais pas loin. Un joli film, ça. Ah oui. C'était un film ambitieux en tout cas. Ouais. Et je crois que son réalisateur prépare quelque chose. Antonin Baudry, j'espère bien parce que franchement, il a fait un seul film, Le Chant du Loup, et c'était extraordinaire comme film. Parce que j'ai vu passer une annonce de casting pour un truc, je vous dirai plus tard. C'est parce qu'il y avait loup dedans. Parce que regarde les films avec le mot loup dedans, ils ont du succès. Regarde Danse avec les loups, ça a eu du succès. Oui, pourquoi pas. Et du coup, sortie de la semaine dernière, Love Lies Bleeding. Du coup, on est 2 à l'avoir vu. Moi, je l'ai pas vu. Non. Je pense clairement que ça ne te plairait pas, Vincent, ouais. Écoute, ça dépend. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était. Il y a une esthétisation de la violence quand même, ce genre de truc. L'échec, toi, c'est pas ta. Ouais, moi, je suis pas très sensible à ça, et même, je suis un peu écœuré par rapport à ça, je trouve. Ah, c'est très violent. C'est une apologie de la violence. Moi, je commence à en avoir. C'est un peu ça. Oui. Je commence à en avoir un peu marre, quoi. Pour moi, alors c'est un film très bien réalisé qui est en fait à mi-chemin entre un Thelma et Louise lesbien et un film de Nicolas Winding Refn. Alors, retire Thelma et Louise lesbien. Tu veux juste dire un Thelma et Louise
Louise qui s'assume. Oui, alors j'y pensais. Non, mais tout à l'heure, j'y pensais. Non, je me mais suis il y dit, avait est-ce que plus de Thelma et Louise. Ouais, mais Thelma et Louise, il n'y a même pas besoin de catégoriser un genre. Je veux dire, c'est beaucoup plus nuancé comme ça l'était à une certaine époque. Et maintenant, il faut se cataloguer dans tel ou tel registre. Je trouve ça aberrant. Après, c'est nous qui comparons parce que ça permet de nous aider. Donner une idée un peu. Donner une idée. Mais Thelma et Louise n'était pas le premier road movie. Et là, pour le coup, c'est pas un road movie. C'est pas le premier road movie, mais je crois que c'était un des rares, ou peut-être le premier avec des femmes. Entre avec deux femmes, oui, ça avec par deux contre, femmes. Et qui tirent sur des mecs et tout ça. Il y avait une émancipation féminine à l'occasion de ce film-là. C'est vrai. Alors pour ce film, moi j'ai trouvé que la photo était magnifique. L'acting est convaincant, même si de base, je suis vraiment pas le premier fan de Kristen Stewart. Elle est bien là-dedans. Elle est, pour le coup, là, elle est bien. Elle a travaillé sur ses mimiques énervantes, on est bien d'accord. Et elle a un petit second degré, je sais pas si t'as remarqué dans certaines répliques où t'arrives bien à sentir le côté blasé du personnage en disant je vous dis un exemple au pif, c'est pas nécessairement dans le film, mais à un moment elle dit oh là encore un corps à ranger quoi. Tu vois tu sens, tu dis oui, comme toi je lui dis oui, il y en a beaucoup quand même là, ça fait beaucoup. Par contre je trouve que c'est plus Cathy O'Brien qui crève l'écran. Il y a Ed Harris qui est surprenant, une espèce de redneck mais là-bas mafieux, enfin un truc bizarre qui fait pas plus que le méchant de base. C'est un peu décevant. Et alors le fil conducteur de l'histoire, pour me dire sans spoiler quoi que ce soit, c'est quoi en gros? C'est une histoire d'amour entre une gérante de salle de sport. Mais l'histoire d'amour est immédiat ou ça apparaît c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. D'accord. C'est un coup de foudre. Sauf que du coup, entre une gérante de salle de sport et une haltérophile, une bodybuildeuse. Oui. Et le souci, c'est que le père donc de la gérante de salle de sport est quelqu'un d'un criminel, du coin en fait, mafieux du coin. Mais qui n'a jamais payé son dû parce qu'en fait finalement il n'a jamais été décelé et en fait ça on va dire sur fond de violence conjugale en fait en plus d'un des personnages principaux. C'est la totale. Oui non mais en fait en gros la copine de Kristen Stewart va tuer en fait c'est le début le beau-frère de Kristen Stewart parce qu'il tapait sur sa sœur. D'accord. Et en fait là va partir un engrenage un peu. C'est vrai que c'est difficile à expliquer parce qu'en plus Kristen Stewart fait prendre des stéroïdes à sa copine. Est-ce qu'il lui fait une levée d'inhibition? Elle part en fait en cacahuète suite à ça. Alors je ne sais pas si j'arrive. C'est un peu ça le problème que j'ai avec le film. C'est je ne sais pas si je dois saisir que c'est parce qu'elle a pris les stéroïdes qu'elle devient plus violente. Oui, si, pour moi, c'est quand même fait. Oui. Oui, parce qu'on la voit qui se transforme, mais il y a des références à Black Swan, ce genre de choses. C'est sale, enfin ça montre l'Amérique pas sur son meilleur. C'est vraiment sale, c'est crasseux. Enfin on voit les gens. Oui, j'avais vu un peu quelques bandes annonces effectivement, mais ça y est, je me souviens. Pour moi, la morale est douteuse à la fin. En fait, j'aime pas quand les films ont une morale un peu douteuse parce que, enfin, vous verrez si vous voyez le film à la fin. C'est la libération par la violence. C'est la libération, oui, et à la fois il y a l'histoire des stéroïdes qu'on critique un peu, mais qui au final servent à s'en sortir, tu sais jamais trop. C'est une désinhibition totale des mœurs, quoi, quelque part. J'en suis resté à la fin à me dire, qu'as-tu essayé de me raconter? Mais je suis pas sûr qu'on doit prendre les personnages principaux comme étant des gens vraiment bons. Et en fait, moi ce que j'ai vraiment ressorti, c'est qu'il y avait un certain côté très Frankenstein. En fait, dans le côté où Kristen Stewart, c'est le docteur Frankenstein et sa compagne, du coup, c'est sa créature. C'est celle à qui elle dit va tuer, va faire ça. En fait, du coup, c'est l'alliance entre le cerveau et les muscles. Bon, elle est pas du tout bête, le personnage de Cathy O'Brien, mais non, puis au contraire, du coup, c'est elle qui sombre. C'est un peu dommage justement parce qu'elle est assez solaire et à la fois quand elle appelle, tu vois, sa famille, tu sens qu'il y a eu des soucis déjà aussi. Oui, tu sens qu'il y a eu du passif. Et Cathy O'Brien, tu sais quoi, quand je l'ai vue dans ce rôle, je me suis dit une évidence. Si un jour ils font un film Assassin's Creed Odyssey pour jouer Cassandra, elle est parfaite. Ça irait très très bien. Elle est parfaite. Mais après, par exemple, je trouve que ça va moins à l'essentiel qu'un Wedding Refn, que j'apprécie pour certains films, je trouve. Là, c'est un peu plus fouillis. Je trouve que justement, à l'inverse de Wedding Refn, ça va un peu plus dans le vif du sujet. Mais tu n'aimes pas Wedding Refn. Ça tourne pas autour du pot avec des scènes qui durent 10 000 ans, rallonge. Oui, mais au moins tu comprends plus punchy. Tu comprends où il veut en venir à la fois Wedding Refn, je trouve. Oui, que le monde est
Oui, dégueulasse. Oui, il déteste le monde et ses habitants, on est bien d'accord, mais bon. Bref, mais c'est nous une avons vision très sombre Non, c'est vrai de la société, quoi. Vincent, tu sauras que nous avons un point de divergence avec Kevin sur Wedding Refn. Là-dessus, moi j'aime beaucoup et lui. Moi j'aime bien Drive. Oui, mais Drive, c'est son moins personnel, on est bien d'accord. Bah, c'est peut-être parce que c'est bien, du coup. Bon. Mais enfin, voilà. Love Lies Bleeding. Point de divergence, moi, c'est Dupieux. Oui. Voilà. on reste bien d'avis. Mais je suis sûr que tu vas changer d'avis en le voyant. Ce sera peut-être le Drive de Dupieux, qui sait. Bah, il y a des voitures. On ne bouge pas trop. On verra. Oui, pour cause, les conducteurs, ils bougent plus du tout non plus dedans. Mais Love Lies Bleeding, c'est quand même un film qu'on conseille aux gens de faire leur propre avis. Moi, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon film. Je sais pas, en fait, si je peux le conseiller. Vraiment. D'accord. Parce que. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film. Comparé à d'autres choses, c'est un bon film. Je trouve qu'il y a plein d'autres choses à voir plutôt que Love Lies Bleeding. Oui, oui. Et puis il y a mieux à voir de la semaine dernière. Donc, littéralement, excusez-moi, mais Love Lies Bleeding, alors l'amour. Amour, mensonge et saignement. Saignement. Oui. D'accord. Voilà. C'est en québécois. Là, ça remplit le contrat. Voilà. Ouais, mais c'est des films. C'est un film de genre. En fait, je sais pas trop quoi en penser et je sais pas trop où le ranger. Je suis un peu embêté avec celui-là. Au québécois, il s'appelle D'amour et de sang. D'accord. Je pense que c'est des films qui sont quand même de plus en plus basés que sur des sensations, sur le côté sensationnaliste de la chose. Et là, on pâtit du fait qu'il y a un manque de scénario, à mon sens. Je sais. Non, je suis pas d'accord là-dessus, mais je pense que ça, c'est des films pour des festivals, ça. Tu vois. Ouais. Typiquement, ça, c'est des films qu'on aurait pu voir à Cannes, à Gérardmer, des trucs comme ça. C'était Sundance, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est des films calibrés pour les festivals. C'est le genre de film que personne ne voit, mais qui a des récompenses en général. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un peu torturé au bout du bout, parce que à force de tirer la corde de ce registre-là, on en vient peut-être à faire des films qui sont sans queue ni tête, à mon sens. Possible. Mais moi, du coup, je vais vous conseiller un bien meilleur film que j'ai vu la semaine dernière qui s'appelle Gloria. Ça a été dithyrambique, apparemment. Réalisé par Margherita Vicario, avec du coup Galatea Bellucci et Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi et Paolo Rossi aussi, qui joue le prêtre-compositeur. En fait, si vous voulez, ça se passe à Venise dans le XVIIIe siècle. Plusieurs filles sont donc dans une institution à Sant'Inizio et le film commence avec l'information que le pape va arriver pour un concert, sauf que le prêtre-compositeur n'a plus rien composé depuis Belle Lurette, il est toujours sur les mêmes compositions qui endorment tout le monde, et du coup il est un petit peu poussé à innover, vu que le pape va arriver. Le problème, c'est qu'il est incapable de rien faire, et pendant ce temps-là, on a une jeune servante de l'institution, muette, qui, elle, compose dans sa tête de manière assez innée, en fait. Et c'est un film musical absolument délicieux, fantastique. Sur l'affiche, c'est marqué pop et libérateur, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que vous allez vous dire Venise du 8e siècle, ça va être un peu pompeux, tout ça. Pas du tout. Il s'amusait bien à cette époque-là. Ah ouais, mais ça déborde. Les balles costumées, les... Ah oui, non, mais je veux dire ça. Ça déborde un peu de rythme. La décadence aussi, quand même. Ça déborde. C'est plus les Borgia, la décadence. Ouais, oui, mais ça commençait. C'est 17e. C'est plus ancien. Non, c'est plus ancien, oui, mais 18e, c'était pas mal, aussi, je crois. Alors, si vous y allez pour ça, il y a vraiment rien. Non, bien sûr. C'était juste pour parler de Venise 18e. Voilà, c'est pas décadent. Non, mais par contre, il y a beaucoup d'anachronismes en termes de musique, parce qu'on va avoir finalement la lutte entre le modernisme et le classicisme et la libération finalement. Ça semble bien passer de ces filles par la musique. Voilà. Et franchement, vous allez sortir du film avec un sourire aux lèvres, la patate, en disant allez, ouais, ça c'est formidable, ça fait du bien, un peu de rébellion positive. Franchement, tout est très engageant dans ce film, c'est très bien filmé, c'est très bien interprété, et la musique va vous donner envie de vous lever, d'applaudir, de chanter, voilà, parce que bon. Il t'en parle très très bien. L'italien est une langue tellement chantante que c'est. Des Italiens et des Italiennes en particulier. Voilà. Kevin, oh là là, mon Dieu. Mais c'est bien de voir que j'ai l'impression quand même qu'au fil des émissions, je trouve que l'Italie a remis quand même des billes dans son cinéma. Ah bah là, oui, et c'est une bonne chose. Et j'ai vu que les studios cinéma
Cinecittà tournait de nouveau à plein régime. Ah oui. Et attirait de nouveau les grosses productions hollywoodiennes. Comme à la bonne époque. Alors, à se méfier parce que on dit ça quasiment tous les 10 ans, mais, mais dès qu'il y a un gros blockbuster qui revient à Cinecittà, on dit c'est le retour de Cinecittà, voilà. Mais c'est vrai que là, quand même, cette année, le cinéma italien, pour l'instant, il reste encore demain Gloria. Ça fait plaisir de voir du très 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 bon film italien. Et pas seulement autorisant. Le registre populaire. De la comédie. Voilà. Voilà. Franchement, allez-y, foncez. Hein, c'est encore au Victoria et à l'Astrée. Si vous aimez les films musicaux, franchement, n'y allez pas en vous disant j'aime pas les comédies musicales. Il doit y avoir 3 chansons et c'est à des moments où les gens doivent chanter. Donc c'est pas, ça va pas vous gêner. Mais franchement, si vous aimez les films musicaux, vous allez être transporté, mais à la première seconde. Oui, puis il y a des petites surprises d'après ce que tu disais. On va pas spoiler. Le scénario est très quoi que ce soit. Ok. Très très bon. Eh bien écoutez, c'est tout pour nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Avant de faire le focus sur les studios Pixar, sur nos films préférés du studio Pixar, nous allons faire une deuxième pause musicale avec un peu de chant mexicain. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais du coup, un peu de chant mexicain avec La Ronda. Donc, qui nous vient du film Coco. On se retrouve juste après. Aïe aïe aïe. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Rebonsoir Guillaume, rebonsoir Vincent. Bonsoir à tous et à toutes. Cette fois-ci, nous allons terminer du coup l'émission. Nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a commencé un petit peu à en parler. C'est plus fort que nous. Faut qu'on en parle un petit peu par-ci par-là. Parlons des studios Pixar. Parlons de ces films quand même qui nous ont quand même beaucoup marqué pour la plupart, pour les meilleurs, j'ai envie de dire. Bien sûr, ouais. Là, comme ça, j'ai envie de vous poser la question, quel est votre premier Pixar? Comment vous avez découvert les studios? Est-ce que vous avez le souvenir? Moi, je crois que c'est Toy Story. Pareil, oui. Oui, bon, moi aussi. C'est le premier. Voilà. C'est vraiment le premier. Toy donc, Story, ça a vraiment été un choc, une révélation, parce que, comme je disais tout à l'heure, là, pour moi, les studios Pixar sont la relève plus que légitime des studios Disney, qui d'ailleurs, par la suite... Ils ont été indépendants, non, à un moment? Au début, ils étaient indépendants. Oui, c'était indépendant. Ils travaillaient avec eux, et puis après, ils ont été rachetés. Oui, c'est ça. C'était en 79, et en fait, c'était on regarde un petit peu un Graphics Group qui était une division informatique de Lucasfilm. Ouais, de chez ILM, ouais. Voilà, oui. Voilà, je crois qu'il dépendait d'Apple, moi. De Star Wars. C'est après. C'est après. Oui, parce qu'avec Steve Jobs arrive. Avec Steve Jobs qui est arrivé, qui a racheté donc les studios Pixar en 86. D'accord. Voilà. Et ils se sont lancés, ils ont fait beaucoup de courts-métrages au début. Oui, il y a eu des échecs qui étaient des fois à la fin des cassettes, tu pouvais le voir celui-là. Le joueur d'échecs est un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre. Mais justement, ils avaient pas trop parce que ça devait être assez dur à une époque, parce que c'était vraiment les prémices de toute l'animation tridimensionnelle là, de synthèse. C'est vrai. L'image. Et donc, effectivement, pour arriver à se faire remarquer, ils ont fait beaucoup de publicité, beaucoup de courts-métrages, avant que ils sortent le premier Toy Story. Mais apparemment, même par la suite, Steve Jobs il y avait un déficit d'argent, je crois, tout à fait. Malgré la qualité, je dirais, de la chose. Ouais. Et ce qui peut aussi faire dire que la technique c'est bien, mais il faut pas qu'il y ait que de la technique. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un fond derrière et qui puisse combler qui puisse faire une histoire, quoi. Mais revenons d'ailleurs. J'ai même souvenir que les courts-métrages, des fois, ils les diffusaient avant le film. J'ai souvenir d'avoir vu oui, tout à fait. Le genre d'échec, ouais. Ils les ont même commercialisés où tu avais juste des VHS. Excusez-nous, nous parlons d'un temps où il y avait des VHS. Peut-être que même c'est sorti quand même en DVD où tu avais juste des recueils de courts-métrages. Ouais, c'est ça. Et tu avais des courts-métrages qui étaient vraiment excellents. Je vous le confirme en étant un qui était bien plus âgé que vous. C'était des sortes de
de guirlandes d'un sapin de Noël. Oui, qui bougeait, qui s'animait. Oui, et c'était le bonhomme de neige qui voulait. C'est vrai, je m'en souviens, c'est marrant. Qui voulait aller voir la belle jeune bimbo qui veut symboliser l'été. Puis ils font après à la fin ou un truc comme ça, il me semble. Oui. Hein, revenons du coup sur ce premier film Toy Story, grande claque, chef-d'œuvre. Oui. C'est peut-être celui qui techniquement a pris un petit coup de vieux où on sent que nécessairement. L'histoire est très sympathique, très sympatoche. Par contre, oui. Tu vois, le 2 est, je trouve, en termes d'histoire, est un peu inférieur, tu vois. Ah ouais, mais après, le 2, moi, ça a été un tel souvenir de salle de cinéma. T'avais pas assez Woody pour moi dans la séquence de l'aéroport, quand j'étais gamin, pour moi, je disais, mais c'est la meilleure séquence de tous les temps, quoi. Comme Guillaume dit, par rapport au fait que, y a la surprise de voir les jouets s'animer n'est plus là. Alors que dans le premier, t'avais un peu la révélation en disant, même si on le savait plus ou moins en allant voir le film, pour les adultes, je m'entends, parce que les enfants, moi, j'étais comme un dingue. Moi, je faisais jouer tous mes jouets. Après, je les faisais bouger. Mais moi, c'était un peu l'époque où j'avais mes enfants qui étaient un peu plus jeunes. Donc, effectivement, c'était pas le prétexte parce que j'avais pas besoin de ça pour aller voir des films d'animation. Mais du coup, je me tapais tous les films d'animation possibles et inimaginables et dont les fameux. Il y avait Disney évidemment avant, mais après, donc dans la juste continuation, ceux de Pixar. Voilà. Moi, honnêtement, je suis dithyrambique sur la trilogie. Je n'irai pas la quadrilogie, même si j'ai pas détesté le 4 de Toy Story, mais pour moi, la fin était parfaite. Le 3, c'est une grosse chialade. M'a ému aux larmes. Je suis allé rechercher mes jouets à la fin. Et non, mais parce qu'en fait, ça s'adressait à moi. Sympa, ouais. Non, mais clairement, ce film s'adressait à moi puisque j'étais petit, je devais avoir l'âge de... Séquence émotion. Oui, mais j'avais l'âge de l'enfant de Andy quand il avait ses jouets pour le premier film, et j'avais quasiment son âge dans le troisième quand il part à la faculté. Donc pour moi, ce film était fait pour les enfants qui avaient découvert. Et surtout que peut-être que Guillaume était comme moi, c'est que moi j'avais un Woody, j'avais un Buzz l'éclair, j'avais un Rex. Ah non, j'avais nous sommes pas aussi riches à la maison. Moi c'était moi si tu veux, c'était des cadeaux de mon oncle des États-Unis. Du coup, j'avais vraiment le Woody qui parle anglais. En fait, il valait trop cher. Moi, j'avais avec un petit. T'avais les produits marketing, toi, alors. Par contre, je les ai rachetés. C'est ça qui est dingue. C'est quand même les jouets Toy Story. C'est que certes, c'est un produit marketing, mais maintenant c'est devenu des jouets à part entière. Non, puis maintenant tu peux les exposer. Tu dis, j'ai un Woody. Tu vois bien, moi, dans ma chambre de geek que j'appelle ma chambre de geek, j'ai un Buzz l'éclair et tout ça. Moi, je les ai rachetés en étant adulte, moi, les trucs comme ça. Justement, vu que je les avais pas quand j'étais. Moi, le Buzz l'éclair, il parle en anglais, mais il avait l'avoir un petit peu fatigué au bout d'un moment, et du coup, il faisait ah oui, là, mais Toy Story, pour moi, oui, ça reste leur meilleur. Oui. Après, dans la suite, alors après Toy Story, qu'est-ce que vous diriez, vous? Il y a Mille et une pattes, bien évidemment. À l'époque, je lui préférais son homologue DreamWorks, Fourmise. Fourmise, oui, qui était pas mal aussi, mais Mille et une pattes, c'était les 7 mercenaires. Moi, je préfère Mille et une pattes. Alors, quand j'étais petit, je préférais Fourmise, et maintenant, adulte, je préfère Mille et une pattes. Avec Tilt. Tilt, oui, c'est dans celui-là, oui. J'avais un Tilt aussi quand j'étais gamin, et mon père a dû réparer ses bras un nombre incalculable de fois. Mais il y avait aussi Le Monde de Nemo, bien sûr. Le Monde de Nemo, j'ai vraiment adoré. Jamais vu. Il est très très bien. Il y a beaucoup d'humour. C'est très très bien doublé d'ailleurs, entre parenthèses. Franck Dubosc, très bon excellent, en doublage. Excellentissime. Et puis l'histoire se tient. On suit pas à pas. Les aventures de ce petit poisson qui essaye de revenir et que son père essaye d'aller récupérer. À travers le monde, le vaste monde, et franchement, ça donne lieu à plein de rencontres étonnantes. Voilà, non, c'est un film qui passe allègrement, je dirais même pour les adultes. C'est pas du tout enfantin. Ça a fait 10 millions d'entrées, non? Il y a une petite morale, il y a cartonné. Mais après, c'est un peu ça la recette Pixar, c'est que même en étant adulte, on a toujours quelque chose à récupérer. Ça parle de la parentalité, ça parle de la maturité, comment grandir. Et c'est un peu ça aussi la force de Vice Versa, dont la suite sort bientôt, c'est que la Vice Versa, c'est nous replonger dans notre propre enfance, mais aussi dans notre propre tête, avec du coup ces émotions qui sont personnifiées. Et c'est assez bien écrit, assez intelligent comment il
ils mettent en scène les rêves, les souvenirs oubliés, les amours, ce genre de choses. Et du coup, de faire une suite sur du coup le même personnage du 1, sauf que cette fois-ci, elle est adolescente. À mon avis, il va y avoir énormément de rebondissements, quoi. Ça va être, mais c'est très intelligent visuellement. Et pour revenir à Toy Story, là, parce que j'avais fait quelques petites notes, là. Il est sorti en 95, il a quand même eu 19 Oscars, 4 Golden Globes, plus 3 Grammy Awards, et en plus d'autres récompenses. C'est lui qui a fixé quand même la tendance des dessins animés pour les décennies à venir. De toute façon, cette 3D, tout ça. C'était l'avant et l'après Toy Story. Tout à fait. 19 prix quand même, c'est pas mal. Et j'ai Ratatouille, j'avais oublié. Ratatouille, très bien. J'en garde un bon souvenir. Est-ce que ce n'est pas l'un des meilleurs films sur la nourriture? Oui, non, mais c'est vrai que. Ouais, puis il y avait un petit. Puis en plus, c'était sympa parce que c'était en France, du coup. Oui, tout à fait. C'était à Paris. Et donc voilà. Et après, j'ai pas vu. Et d'ailleurs, les rats, ils sont restés. Ils sont encore là en ce moment, mais bon. Les Indestructibles, excellent film de super-héros. Ah oui, très très espionnage bon. Aussi. Avec une second degré, beaucoup d'humour, avec des références, évidemment James Bond, Mission Impossible. Ça m'étonnerait pas qu'il ait été pris à cause pour faire James Bond. Mission Impossible. Ah oui. Grâce à ce film-là. Moi, je tiens quand même à dire une petite chose, c'est que c'est dû à Brad Bird, voilà. Donc ce film, ainsi que Ratatouille d'ailleurs, en parenthèse, il paraît qu'il aurait un peu sauvé, un peu rattrapé la chute de Ratatouille, Je pense qu'il galère un petit peu, ouais. Voilà. Mais je crois que Ratatouille aussi concorde à peu près avec le rachat de Disney, et je pense que ça va être un peu la crise intérieure. Et Brad Bird, c'était aussi le réalisateur d'un film que moi j'avais beaucoup aimé, et j'en parle là maintenant parce que je pensais que ça faisait partie de Pixar, mais c'est pas le cas. C'est Le Géant de Fer. Génial, et c'était vraiment un film que moi je recommande à tous les parents de montrer à leurs enfants, parce que et puis c'est très très sympathique d'un point de vue adulte aussi. Là aussi référence à Superman dans le film. Voilà, donc, à la guerre froide aussi. La guerre froide qui se passait à une époque, puisque c'est dans les années. Donc on s'y retrouve avec les Indestructibles. Voilà, final, tout à fait. Qui a eu droit à une suite correcte. Moi je trouve qu'elle est. J'en ai pas un mauvais souvenir, mais moi. C'est un bon film. C'est une bonne suite. À l'inverse du monde de Dory qui est en deçà du monde de Nemo. Malgré un caméo de Claire Chazal assez drôle. Ah bon? Oui. D'accord. C'est une des meilleures blagues du film. Donc voilà. Sinon côté grosse franchise, on a aussi Monstres et compagnie. Le premier était excellent. Le deuxième préquel un peu décevant. Cars, moi, c'était très très agréable. Moi, je ne râle pas du tout. Pour ma part, j'ai préféré le troisième parce qu'il se prenait un petit peu plus au sérieux, et il y avait ce côté très Rocky 3 en fait dans Cars 3. Ce côté, il y a le gros accident au début. Il s'est cassé la figure, il faut qu'il remonte sur le ring. C'est ça, exactement. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que justement là, les histoires sont là, les scénarios vraiment sont présents, et toute cette technique qui s'est améliorée au fil du temps, parce que ils ont fait des progrès assez incroyables, sert le scénario et pas l'inverse. C'est pas pour faire juste une démonstration de la technique. Et ça, c'est à mon avis, le succès même de ces films vient de là. Et il faudrait que beaucoup de réalisateurs s'en inspirent plutôt que, à mon sens. Et récemment, on a Coco, sorti en 2017, qui était donc un film narrant la fête des morts au Mexique. Et du coup, là, vous avez tout un récit sur comment laisser partir les gens qu'on aime. Pour vous dire à quel point c'est quand même un sujet assez lourd, c'est que le film n'a pas peur d'évoquer la mort et d'expliquer la mort aux enfants au final. C'est bien parce que c'est des films qui prennent pas les enfants pour des imbéciles. Non. Puis alors je peux vous dire que la fin, je pense que tous ceux qui ont vu Coco savent que la fin, c'est grosse chialade assurée. On a tous laissé partir une grand-mère, une arrière-grand-mère, et alors le moment d'une personne qui ne se souvenait pas de nous, et qui là dans les derniers instants se souvient parce que elle entend une chanson qui lui rappelle des souvenirs. Mais je n'ai vu qu'une fois Coco parce que ça m'a tellement ravagé que j'ai pas encore eu la force. But it's life.
It's life. C'est impressionnant. Mais par contre, voilà, ma nièce a découvert Coco très très jeune. Elle le regarde à peu près une fois par mois. Elle dit, oui, bah, c'est formidable, Coco. Oui. Par contre, c'est vrai que le studio Pixar, là, ils ont besoin d'un succès. Ça fait 3 films qui se plantent un peu, non? Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors on dit Pixar, mais il faut quand même être assez Disney honnête. Pixar. Voilà, Disney maintenant, Pixar, depuis 2006, ça a été racheté par Disney quand même. Tout à fait. Disons que c'est marrant parce que les succès, c'est Pixar. Quand ça marche moins bien, c'est Disney Pixar. C'est vrai. Oui, mais enfin, moi, je pense qu'ils ont, à l'instar de leur propre boîte, ils ont instillé un état d'esprit qui me plaît guère, qui est très politiquement correct, avec beaucoup de choses, comment dire, très dans le vent actuellement, et ils insufflent ça dans les films. Et à mon avis, c'est une très très mauvaise idée, parce que c'est très moralisateur en fin de compte. Et, ça dépend, non? Et j'aime pas trop. Il n'y avait pas Alerte Rouge, c'était une histoire sur la puberté des jeunes filles, ou je sais pas quoi, si je dis pas. C'était plutôt bien, non? Ça, c'est vrai que c'était. Alors, bon, le film, pour des raisons évidentes, ne m'a pas du tout parlé. Mais comment on peut savoir que tu es un homme? Je sais pas, avec une voix comme ça, voilà. Mais par contre, je trouve que c'est très très bien de temps en temps et de parler à tout le monde. Et là, véritablement, d'avoir un film qui parle aux jeunes filles et qui leur explique bien sûr. ce moment-là n'est pas dramatique, n'est pas grave. T'as beaucoup de films. Alors je sais pas, dont finalement c'est que des héroïnes maintenant. Donc voilà. Donc tout ça pour surfer sur le côté très féministe. Moi, je suis pas, au contraire, hein, je suis très. Je dis comme ça, Chagitry, je suis contre les femmes, tout contre. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais mais pour dire que c'est un peu too much maintenant, avec ce côté pour tous les genres, que ce soit les féministes, les machins. Là, je suis pas du tout. Excuse-moi, mais je suis pas du tout d'accord parce que là, tu prends les 6 derniers Pixar. Peut-être que je me méprends. Hein, c'est peut-être pas sur les. Dans les 6 derniers Pixar, le seul où il y a une héroïne, c'est Alerte Rouge. D'accord. C'est vraiment le seul. Le truc plutôt que je dirais, c'est que ça manque d'un méchant emblématique. Ah, par contre, mais ça, c'est très important. Ça manque d'un méchant qui te foute la trouille, tu vois. Après, Pixar était moins connu pour ses grands méchants. Alors que Disney, c'est les grands méchants. Ouais, c'est vrai. Mais regarde, par exemple, même s'il est ridicule dans Indestructible, tu t'en rappelles. Lotso dans Toy Story 3, tu t'en rappelles. C'est vrai. Le Borgne dans Mille et une pattes, tu t'en rappelles aussi quand même. Mais c'est très fort d'ailleurs dans Les Indestructibles. Le méchant, il est vraiment très nuancé, quoi. Et c'est vachement intéressant. Il est fan. Syndrome. Oui, mais il est fan de Monsieur Indestructible. C'est en fait le syndrome justement. Il faut pas rencontrer ses idoles parce qu'on est déçu. Il y a beaucoup de messages subliminaux et pas tant que ça d'ailleurs dans Les Indestructibles. Et je trouve qu'il est, de par ce fait, très éminemment sympathique, ce film. Mais moi c'est surtout des méchants vraiment qui te foutent la trouille. Même je pense à c'était Basile détective privé. Ratigan avec à la fin quand il se change en rat, tu vois. Qui devient vraiment terrifiant. Mais tu vois, chez Pixar, je vais attendre plus. Un récit à plusieurs niveaux où finalement je sors de la salle, je me dis oui, j'ai encore ça à réfléchir, voilà. Alors que Disney, j'attends vraiment d'avoir mon grand méchant. Et ça fait un certain temps que Disney, j'étais là. Méchant qui Wish, le dernier en date, il était pas terrible, mais au moins il y avait un méchant. Celui qui m'a fait l'un des plus peur, c'était il y avait Maléfique de La Belle au Bois dormant. Je crois que je m'en suis quasiment jamais remis. Ah mais Maléfique et Chamiou de Mulan, mais quand j'étais petit, me terrorisait avec ses yeux noirs et jaunes là, et doublé par Richard Darbois, c'était affreux. Ah oui, non mais ça, ce sont des grands moments. Tu sais, rien que dans les tout premiers Disney, la reine là, avec Blanche-Neige, ça elle est pas. Oui, c'est aussi, mais j'étais plus Maléfique, elle tu vois. Mais vous parlez de moments effrayants. Genre dragon en plus à la fin là. Parler de moments effrayants, mais quand même, je sais pas pourquoi avec gamin ça me faisait rien, mais maintenant adulte, je revois Toy Story. Quand t'as les jouets cassés qui sortent de sous le lit, tu dis mais c'est ultra glauque. Oui, c'est vrai. Et puis Sid qui est le petit gamin, le petit teigneux, oui. Quand tu as les soldats verts du coup qui sortent de sous la terre et il y en a un qui a un bras en moins et tout ça, mais tu fais mais comment on a pu faire ça à l'époque, ça m'a pas choqué. C'est ça qui est dingue. Non mais c'est bien justement de se départir de ce genre de par contre, ce qui est dingue, c'est que j'en ferais plus des cauchemars maintenant que quand j'étais enfant. C'est ça qui est pas normal quand même. Tu retournes pas le voir alors. Non.
Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose d'assez sympathique. Le dernier en date de Pixar, c'est Élémentaire. Demi-teinte, j'avais entendu. Oui, parce que très Zootopie, parce que Zootopie, c'était le fameux côté mégalopole, mais avec que des animaux, qui est vraiment l'un des derniers Disney que je conseille très chaudement parce qu'il est très bien écrit. Et là, c'était un peu la même chose, mais avec que les éléments. Et du coup, au milieu, on avait une histoire d'amour entre une fille Flamme et un homme Flack. D'ailleurs, c'est leur prénom, Flack et Flamme. Et en fait, au final, c'est très beau, évidemment. Mais c'était qu'une simple histoire d'amour. Mais au moins, j'avais salué de deux genres totalement opposés, quoi. Du coup, voilà. Mais j'avais au moins salué en me disant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un baiser dans un film d'animation. Et là, j'ai fait. Bon, au moins, ils vont jusque-là, quoi. Parce que... Mais par contre, là où je veux rejoindre un peu Vincent, c'est juste qu'on a enlevé un peu le schéma classique du prince qui va sauver la princesse et qui la sauve à la fin, quoi. Après, Pixar, ça n'a jamais été ça, pour le coup. C'est vrai que ça n'a jamais été ça. Pixar, c'était plus ça colle plus à notre quotidien. Second degré, je crois. Ouais, voilà, aussi. Ouais, puis à des choses du quotidien où vraiment on va prendre un truc. Il y en a qu'on n'a pas évoqué, qui est Wall-E. Wall-E était pas mal aussi. Qui raconte notre déchéance totale. Ça se passe dans le futur, non? Il était assez poétique, j'ai trouvé. Très poétique, voilà. Très poétique. Mais mon seul regret, c'est que j'aurais aimé que ce film soit muet. J'aurais aimé juste que ce soit... il est pendant un sacré bout de temps, d'ailleurs, il est quasiment, parce que... Et j'aurais aimé que ce soit tout le film. Parce que la fin, j'aime moins bien, finalement. Mais bon, c'est un peu plus... Ça casse le mystère. C'est un peu plus convenu, on va dire. Ouais, non, mais on est d'accord. Eh ben écoutez, on a été assez dithyrambique sur Pixar. Redécouvrez les classiques Pixar. Découvrez ceux que vous n'avez pas vus. Il y a 28 films à voir. Et puis du coup, le nouveau qui sort dès demain en salle, Vice Versa 2. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux films. Et alors là, il y aura de quoi discuter la semaine prochaine. On attaque les sorties de l'été. Bah oui, puisque l'été c'est vendredi, non? Puis il va bientôt y avoir la fête du ciné. Et oui, donc nous en parlerons évidemment de la fête du cinéma. Côté programmation radio, excusez-moi, demain vous aurez l'émission spéciale La Conciergerie de Savoie de 11h à midi, puis l'émission Le Jeu du Mouvement présentée par Jo de 12h à 12h30, et enfin Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Et nous, on se quitte sur un dernier extrait musical inspiré de Pixar, c'est de Sheryl Crow, Real Gone, de la bande originale de Cars. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma.